Je commencerai par Raluca Antonescu. Née à Bucarest en 1976, Raluca Antonescu est venue en Suisse à l'âge de 4 ans. Elle a grandi en Suisse allemande, puis dans le canton de Vaud et finalement à Genève. Après une formation à l'école des arts décoratifs et aux Beaux-Arts de Genève, elle travaille dans la vidéo et la réalisation de documentaires. Elle signe aux éditions La Baconnière L'Inondation, son premier roman, en 2014, suivi de Sol, en 2017, qui est sélectionné pour la 10e édition du prix littéraire Le Roman des Romans. Elle reçoit la bourse culturelle de la Fondation Linart pour l'écriture de son 3e livre. Elle publie celui-ci en 2021 sous le titre Inflorescence, publié comme les précédents aux éditions La Baconnière. Elle reçoit le prix Genevois Pitard de Landelin et le prix des lecteurs de la ville de Lausanne au mois de mars dernier, ce qui lui vaut une résidence d'écriture au château de Lavigny, car nous sommes associés à ce prix depuis sa création. Alors, je vais vous lire 2 extraits donc, de mon dernier livre, Inflorescence. Une inflorescence, on parle d'une inflorescence quand il y a plusieurs fleurs sur une même tige. Donc le lilas, par exemple, est une inflorescence. Beaucoup de fleurs sont des inflorescences. C'est un livre qui s'inscrit sur 100 ans, sur un siècle, et on va suivre 4 générations différentes de femmes, et aussi un gouffre. Donc ça, c'est vraiment un élément qui existe, que j'ai repris. Donc c'est un gouffre qui se trouve dans le Jura, et qui a été vraiment connu, malheureusement connu, pour avoir, après la Première Guerre mondiale, on a déversé plusieurs millions de tonnes, enfin milliers de tonnes, pas millions, mais milliers de tonnes d'obus et d'anciens armements de la Première Guerre mondiale. Donc c'est vraiment l'histoire de ce gouffre que je raconte en filigrane à côté de ces 4 générations. Donc je vais vous lire comme il y a plusieurs, donc 5 personnages en tout. Je vais commencer par vous lire le début, donc le gouffre. Et après, je vous lirai un autre passage, je vous le situerai un petit peu plus après. Le gouffre, Jura 1911. Elle coupa à travers le bois et pressa le pas. Le plateau s'ouvrit brusquement et la lumière crue l'obligea à plisser les yeux. En baissant la tête, elle traversa un champ parsemé de touffes d'herbes jaunies. Agitée par le vent, elles lui firent penser à des crinières. Elle ralentit, essoufflée. Ce n'était plus très loin. Même à bonne distance, elle crut sentir les relents putrides qui remontaient du trou. Cet endroit était malsain. Le gouffre du diable, le nommaient les gens. Ce n'était pas pour rien. Elle posa son panier et avança prudemment, en tâtonnant avec le pied pour déjouer les éventuels pièges des abords. Sur tout le pourtour du gouffre poussait une herbe drue, d'un vert luminescent, éclatante au vu du reste de la prairie. Un mirage de vie, pensa-t-elle. Un leurre pour la tromper sur la vraie nature du lieu. Elle avait entendu tant d'histoires sur ce profond tunnel qui s'ouvrait sur un monde inatteignable, forcément monstrueux et abominable. Elle imaginait le fond grouillant de serpents aveugles et d'énormes vers gras. La nausée la saisit. Elle se souvint du jour où son père y avait emmené les 3 vaches. Trottinant sur place, les chevaux hennissaient, effrayés, refusant d'avancer malgré les coups. Elle avait été comme hypnotisée devant les têtes ballantes des vaches, langues pendantes et yeux révulsés. De l'écume épaisse, jaunâtre, continuait à mousser autour de leur bouche. Plus de la moitié de leur troupeau avait péri à une vitesse fulgurante. Les 3 bêtes qui reposaient dans le chariot étaient mortes durant la nuit. Il avait fallu les isoler au plus vite et les emporter au trou afin qu'elles ne contaminent pas les autres. Après y avoir jeté les animaux, son père avait hurlé contre le gouffre. Il avait les yeux rougis, exténué et fou. Elle avait eu peur qu'il ne soit lui aussi infecté. Arrivée au bord du précipice, elle dégagea son ventre bondi. Dès qu'elle avait senti les premiers symptômes, elle avait frémi. Aucun doute possible. Elle était passée par là bien des fois. Elle ne pouvait se résigner à cette nouvelle grossesse. Une autre bouche à nourrir était inimaginable. Elle ne comprenait pas comment cela avait pu pousser, avec les grandes quantités de sauge qu'elle avait bu depuis le début. Même le mélange de plantes infectes, foncées et amères qu'elle était allée chercher chez la Mariette, n'avait pas réussi à l'expulser. En se penchant autant que possible au-dessus du gouffre, elle fixa l'obscurité qui rognait les parois moussues, gorge sombre et vorace,
qui engloutissaient les indésirables. « Pourquoi ça persiste à pousser ?» demanda-t-elle d'une voix inquiète. Une chose était certaine. Cet endroit possédait la capacité d'avaler tout ce qui devait disparaître. « Diable, prends ce qui se trouve là, prends cette vie !» dit-elle plus fortement. Un souffle lui balaya le visage et fit volter les mèches échappées de son fichu. Les effluves n'étaient pas désagréables cette fois-ci. Était-il possible qu'elle ait senti un souffle chaud ? Elle avança encore un peu, tendant le cou au maximum. Une pierre se détacha sous son pied et dans une fulgurance, elle se vit dégringoler à sa suite au fond du trou. Elle crut entendre un bruit d'eau avalant une masse. Affolée, elle se projeta en arrière et tomba lourdement sur le dos. Étendue sur l'herbe détrempée, elle tremblait de tout son corps. Elle allait être châtiée pour avoir osé demander une faveur au gouffre. La menace d'une punition lui écrasa la poitrine et elle comprit qu'elle ne lui survivrait pas. Elle se précipita à genoux et se signa encore et encore. Plaquant son visage à terre, elle sentit contre ses lèvres la glaise froide. « Je vous en supplie, Seigneur, je vous en supplie, je vous en supplie. » Sa prière portait en elle toute la ferveur dont Pierrette était capable. Sa plainte était amère, épaissie de culpabilité et de dévouement. Elle avait la teinte noirâtre des plantes qui auraient dû faire revenir ses règles. Mais une intuition est vite balayée. Elle s'oublie comme le souvenir d'un souffle fétide. À ce moment-là, la vie en elle palpita. Un regain de sang lui monta au visage, un soulagement détendit ses membres et lui procura une légère ivresse. Le Seigneur l'avait entendue. Il était de son côté. Elle sentit contre sa joue la caresse divine de brins d'herbe vert amande. Elle en arracha une poignée et les fourra dans sa bouche, les mastiqua à peine, les avala d'un bloc. Elle se releva, le nez et le front boueux. Forte d'une conviction désespérée, elle se pencha en avant et envoya un gros crachat verdâtre dans la gueule du diable. Alors ça c'est le début, et je vais vous lire un autre passage qui se passe en 2007 en Patagonie, et on va suivre un des personnages, Catherine, qui donc vit là-bas, et donc ça va être c'est pas un début de chapitre, c'est pris vraiment comme ça, c'est une promenade dans la forêt, dans une de ces forêts de Patagonie qui sont vraiment hallucinantes. Dans l'après-midi, elle grimpe sur un ancien éboulis. Elle cherche des lieux accidentés où se côtoient des signes de destruction profonde et de renaissance coriace. D'anciens troncs couchés, dont il ne reste parfois qu'un morceau, servent de base pour des semis qui prennent racine dans leurs fissures, alimentés de moisissures. Ces nouveaux arbres réutiliseront une partie des informations des précédents. C'est un recyclage permanent. Et un temps totalement hors de sa réalité. Elle sera morte et enterrée avant que cet arbrisseau n'atteigne ne serait-ce que sa puberté. Bien sûr que la nature n'a pas besoin d'elle. Elle travaille comme une dingue à réparer uniquement ce qui a été abîmé par son espèce, qui saccage sans répit. Compenser un peu en replantant encore et encore. Remettre la vie là où elle a été arrachée, combler les trous. Elle pense à Aloïse, sa grand-mère indissociable de son jardin tant aimé. Elle s'était réfugiée chez elle durant des mois lorsqu'elle était adolescente, la suivant dans son jardin, l'observant tailler, arracher, sarcler, parlant à ses plantes plus qu'à quiconque, se désintéressant un peu trop de l'adolescente qui cherchait désespérément à se raccrocher à un modèle. Aloïse non plus ne savait pas très bien se comporter avec les autres. « C'est le jardin qui cause à ma place, c'est lui qui raconte mon histoire », lui avait-elle dit un jour. Catherine s'approche d'une grande souche moussue, et à la limite où le vieux bois se fond avec l'humus, elle enfonce ses bois dans le bois mou, en décomposition. Elle porte des morceaux à sa lèvre supérieure, hume cette odeur de terre et de champignons, puis les goûte du bout de la langue. Elle s'en frotte les mains, s'en imprègne la peau. Les interstices qu'elle a formés dans la souche créent une agitation chez des dizaines de cloportes dérangées par son intrusion. Elle en attrape un du bout des doigts. Placé dans sa paume, il se recroqueville pour former une parfaite boule grisâtre. « Drôle de bestiole que celle-là, se dit-elle, des crustacés terrestres, les seuls de leur espèce incapables de vivre dans l'eau, comme une erreur. » Elle marche pendant 1 heure pour arriver dans la plus ancienne futaie de tous versants. Elle marque une pause à cet endroit, à l'écoute. Le grincement des troncs qui se balancent la fait tanguer un peu. Elle lève la tête et l'immensité des langas lui donne le tournis. Elle aime sentir que, dans d'infimes moments comme cela, elle quitte son espèce.
se détachent d'elle les outils de compréhension inculqués, les classifications et les séparations, les certitudes, la suprématie. La forêt m'absorbe, se dit-elle. Et elle ne se sent pas seule, car il y a les arbres, il y a les buissons de Shaora qui l'émeuvent sans qu'elle sache pourquoi. Il y a la mousse qui croît et se déploie plus vite que n'importe quelle autre espèce. Il y a le lichen, les scarabées. Il y a les innombrables créatures invisibles qui fourragent sous l'humus, rampent sous l'écorce, nidifient dans les nœuds des branches. Il y a tant d'autres espèces. Elle ne sent plus ses pieds, les imagine absorbés par le sol vivant. Et il y a l'inconnu, comme cette étendue du dessous, inaccessible, et qu'elle ne peut que rêver, désirer comme n'importe quel monde inconnu. Que sait-elle de ce qui se passe à seulement quelques mètres sous ses pieds ? Comment parvenir à accepter de ne pas percer à jour tout ce qui l'entoure, de se détacher du besoin de maîtriser, dominer, de réduire tout à une échelle humaine ? Ce besoin de se croire au-dessus est vertigineux lorsque l'on est, comme elle à présent, au pied de géants qui ont 10 fois son âge. Et cela est déstabilisant et effrayant, cette sensation d'inatteignable. Mais eux aussi luttent pour leur survie, chaque jour. Elle voit nombre de branches constellées de boules oranges, blanches et rouges. Elle reconnaît ces indécrottables parasites. Et l'arbre qui s'en défend, les boules feutrées en créant d'énormes excroissances, repoussant le parasite au plus loin de la sève. Ils sont comestibles, ces champignons. Leur goût est légèrement sucré, plutôt filandreux et caoutchouteux. Elle pourrait survivre en se nourrissant de ces citarias, un peu comme un poisson nettoyeur accroché aux écailles d'un plus gros que lui. Elle longe un peu la rivière, puis s'enfonce à nouveau dans la forêt. Et tout à coup, elle se trouve dans un cimetière de cétacés. Il y a un nombre impressionnant d'arbres déracinés, couchés sur leurs flancs, blanchis depuis de nombreuses années. Ils ressemblent à s'y méprendre à des cachalots échoués au milieu de la forêt, leurs troncs aux branches nues, tels des cages thoraciques. Ils gisent là, en toute quiétude, se transforment encore, se calcifient pour devenir rochers. Partout où elle regarde, elle ne voit plus qu'ossements. Bec d'oiseau de mesuré, vertèbres de mammouth, fémur de puma, crâne de cheval. Elle retourne avec le pied ce qui pourrait être un os, et c'est un morceau de bois qui en a la forme parfaite. Une troublante imitation. Merci.